fois de tous les étudiants ici. On est vraiment très heureux de vous accueillir. La dernière session des journées portes ouvertes l'année dernière était à distance, c'était quand même vraiment pas du tout la même chose. Donc on est vraiment content que vous soyez là, c'est un moment important pour nous. Je me permets de me présenter, donc je suis Lolita Voisin, je suis la directrice de cette école et je suis accompagnée de Paul de Pignol qui est enseignant en dessin. Et on remercie aussi Christophe Le Toquin qui était à ma droite et qui est enseignant en photographie et qui s'occupe aussi de tout l'aspect un peu technique de cette discussion ce matin. Donc cette première rencontre ici, là, tous ensemble, c'est pour vous présenter un peu généralement l'école. Donc je vais parler pendant une vingtaine de minutes. Et Paul aussi peut-être plutôt sur les aspects de dessin, parce que c'est peut-être aussi des questions que vous avez. Ensuite, on aura un petit temps d'échange ensemble, mais il ne faut pas hésiter aussi à poser vos questions à toutes les personnes que vous allez rencontrer au cours de la journée, les étudiants, les enseignants, les personnels administratifs, qui seront toujours contents de vous répondre. Et puis, il y a d'autres séances, vous avez vu le programme, et il y a d'autres moments où on se retrouve dans cette salle pour échanger, notamment avec des anciens élèves diplômés. Et puis, en fin d'après-midi, plutôt sur des aspects un peu administratifs et peut-être un peu techniques aussi, sur des questions de voie d'accès, de concours, etc. Donc, ce n'est pas forcément des sujets que je vais aborder ce matin. Alors, tout d'abord, pour vous présenter l'école, je pense que c'est important de rappeler le sens, le pourquoi, en fait, cette école existe. Donc, c'est une école qui existe depuis 1993, qui a été fondée à Blois, et qui croise des sujets qui sont très importants pour nous et qui, je crois, le deviennent de plus en plus, qui sont à la fois la question de la transformation, comment on fait pour que les lieux dans lesquels on est, dans lesquels on vit, qu'on traverse, puissent en permanence être en mouvement, puissent se transformer. Et ça, je pense que c'est quelque chose peut-être qui doit résonner chez peut-être les futurs candidats pour cette école. C'est l'envie de changer les choses, l'envie que les choses bougent en permanence et qu'on soit en permanence en train d'inventer de nouvelles manières d'habiter et de transformer les espaces. Ça, c'est un peu le deuxième sujet essentiel, c'est la question de comment on prend soin de nos espaces de vie. Alors, peut-être que dans la tête de certains d'entre vous, une école du paysage, c'est peut-être l'échelle des jardins, mais ce n'est pas que ça, c'est l'échelle des jardins, c'est l'échelle, par exemple, des places, la place dans l'espace public par lequel vous êtes arrivé pour entrer dans l'école. Mais en fait, beaucoup plus général, c'est aussi des questions de bassins versants, de rivières, de territoires, de collectivités, enfin, beaucoup de choses. Je ne vais pas tout vous détailler maintenant parce que ce serait trop long, mais en tout cas, je pense que profitez de cette journée, des discussions que vous pouvez avoir avec tout un chacun pour vous rendre compte de la diversité des espaces sur lesquels on est amené à travailler. Et enfin, je crois que l'enjeu majeur sur lequel on travaille depuis la création de cette école, c'est l'idée de cohabitation. Comment on fait pour mieux habiter ensemble? Alors, ensemble, c'est entre nous tous, entre nous, sociétés humaines, en pleine transformation. Ça pose évidemment des questions de rapport de génération, rapport d'accès, le droit, l'accès aux choses, la question des enfants, la question des genres, ça peut être toutes ces questions-là, comment on fait pour mieux habiter ensemble, mais aussi la cohabitation, et ça c'est très très important et c'est fondateur dans l'école, la question de cohabiter avec les autres vivants et avec leurs propres besoins. Par vivant, j'entends évidemment les plantes qui sont sûrement aussi peut-être votre premier réflexe. Donc les plantes, elles sont très nombreuses, elles sont très variées, elles sont des individus, mais elles sont aussi des milieux, elles fonctionnent ensemble, donc c'est des choses qu'on apprend à l'école. Et en même temps, évidemment, les autres êtres vivants, comme voilà, l'écologie en règle générale et les animaux. Et tout ça nécessite de s'interroger sur le cycle du vivant en permanence, donc la question de l'eau qui est centrale, et puis la question du climat, la question du changement climatique, beaucoup de choses aussi sont importantes. En tout cas, cette question de cohabitation, je pense que c'est important de la garder en tête, c'est-à-dire qu'on travaille autant pour et avec les autres êtres humains que pour et avec les autres êtres vivants, ce qui nécessite en permanence de grandir, de croître en tant que paysagiste, parce qu'il faut apprendre et tout ça est très complexe. Et donc, on est en permanence en apprentissage, et ceci tout au long de la vie. Ça, c'est vraiment une posture professionnelle, on va dire, une posture presque intime aussi des paysagistes, je crois, de continuer à apprendre et d'être curieux en permanence de ces différents êtres avec qui nous devons travailler. Donc, on est bien sur une école qui travaille sur, donc je l'ai dit, la transformation des espaces. Donc, ça veut dire qu'ici, on apprend en permanence à se poser des questions sur les espaces qu'on traverse et qu'on vit. Donc, c'est vrai que peut-être l'une des qualités principales, peut-être c'est une question que vous avez, c'est la curiosité.
c'est l'envie d'apprendre, l'envie de découvrir, l'envie de rencontrer. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors après, pour peut-être détailler un peu plus, je vais vous parler un petit peu de l'école. L'école, c'est avant tout un lieu. Donc là, on est dans ce lieu physique. Donc c'est un lieu qui a été ici, donc c'est un bâtiment qui a été réhabilité. C'est une ancienne chocolaterie Poulain, ce qui a été réhabilité pour l'école du paysage, ce bâtiment dans lequel vous êtes. Donc on a la chance aussi de profiter d'un projet d'architecture qui a été réalisé par un architecte qui s'appelle Patrick Ruban. Et donc, on a la chance depuis 2007 d'habiter dans ces lieux et que ces lieux participent à la pédagogie en permanence. Et ça me permet de vous parler des lieux, ça me permet de vous parler de la pédagogie. Ici, on va être sur des pédagogies qui sont, enfin, des dispositifs pédagogiques qui sont assez variés et qui vont mettre en permanence l'étudiant en situation d'apprentissage, mais donc à la fois individuel, comment je construis mon propre chemin, par quelle expérience je passe pour construire ce chemin, mais aussi énormément en groupe. Ici, il y a beaucoup de travail de groupe. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours tout faire ensemble, mais ça veut dire qu'il faut savoir faire ensemble et tirer les forces de chacun et profiter de l'hétérogénéité d'une promotion. Donc, par exemple, il n'y a pas du tout de concurrence. C'est un terme qui n'existe pas. Il n'y a pas de je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il n'y a pas de classement, ça n'existe pas non plus, des hiérarchies, voilà. Et on va au contraire essayer de profiter des différences de chacun pour pouvoir inventer et travailler mieux, soi-même et ensemble. D'où notamment ces grands ateliers que vous allez visiter ou que vous avez déjà un petit peu parcouru, qui sont ces très vastes espaces qui sont confiés à une promotion chaque année. Donc la première année à son atelier de première année, la deuxième année à son atelier de deuxième année. Et pendant un an, les étudiants sont un peu, on pourrait dire, en autogestion dans cet atelier, mais surtout cet atelier va pouvoir accueillir toute forme de dispositifs pédagogiques. On peut retirer les tables, on peut travailler au sol, on peut travailler en l'air, on peut travailler sur des murs, on peut travailler en petits groupes, on peut travailler tout seul. Enfin, voilà, c'est très important ce lieu, le lieu atelier. Donc ça, je vous encourage, je ne vais pas m'étendre plus longtemps parce que ce serait trop long, mais je vous encourage vraiment à entrer dans chacun des ateliers, à discuter avec les étudiants et les enseignants qui y sont, pour comprendre le sens de ce lieu, en fait, pourquoi ces ateliers existent et qu'est-ce qu'ils peuvent fabriquer. Ensuite, peut-être pour continuer, l'école, c'est aussi des temporalités, un temps particulier. Donc, c'est une école qui forme donc, au diplôme de paysagiste, diplôme d'état de paysagiste, donc avec un titre protégé depuis peu de temps qui s'appelle un titre de paysagiste concepteur qui protège maintenant la profession. Et donc, le temps, c'est 5 ans, 5 ans d'études. Alors, 5 ans, ça peut paraître long, mais peut-être vous pourrez discuter avec les étudiants sur la perception de ce temps, parce que c'est quand même 5 années très, très riches. Donc, 5 années qui se suivent. Ici, il n'y a pas d'option, par exemple, il n'y a pas tout le cursus est obligatoire et tout le monde traverse la même chose. Donc, les étudiants suivent pendant 5 années la formation. Alors, pour entrer un peu plus dans le détail de chaque année, les cours se situent en gros de septembre à mars. Et ensuite, avril-mai, c'est le moment des stages. Alors, pourquoi le printemps? C'est parce que c'est quand même le meilleur moment pour rencontrer les plantes. Et donc, c'est un moment où les étudiants sont confiés à un autre rapport à l'apprentissage que celui du stage. Je vous invite du coup aussi à discuter. On a installé au premier étage un endroit où vous pouvez échanger sur ces questions de stage, avec notamment beaucoup de rapports de stage qui peuvent vous montrer un peu ce qui est fait dans ces stages. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a, disons, 6 mois, si on prend septembre à mars, ça fait 6-7 mois très intenses. On est en pleine ébullition, pourrait-on dire, avec beaucoup de cours variés, de disciplines différentes, de types d'exercices différents, avec beaucoup d'expériences qu'il faut pratiquer, qu'il faut traverser ensemble. Et puis ensuite, en avril-mai, les étudiants tracent un peu leur propre chemin. Et ça, c'est important, c'est un moyen de singularisation aussi. Quand je disais tout le monde fait la même chose, les stages sont tous différents, les étudiants choisissent leurs stages. Et donc, c'est un moment de singularisation important. Et puis souvent, sauf pour les 3e années, on revient au mois de juin et là, on réalise d'autres exercices pédagogiques un peu plus estivaux, un peu différents. Donc ça dure pendant les 4 années, avec une évolution dans, je vais essayer de ne pas trop vous embrouiller, mais avec une évolution dans le parcours.
puisque en première et deuxième année, on va beaucoup explorer, découvrir, tester, construire soi-même ses propres écritures personnelles. Donc on essaye, il y a plein d'expérimentations en première et deuxième année. Et en même temps, c'est toute l'initiation au projet de paysage, qui est donc le centre de la pédagogie ici, qui est ce projet de transformation spatiale. Hein. Quand on dit projet de paysage, c'est ça, avec des mots un peu plus simples peut-être. Et donc, on va en première et deuxième année vraiment s'initier à cet exercice aussi de conception spatiale. Et puis en troisième et quatrième année, on entre un petit peu plus dans les contraintes que sont aussi le métier de paysagiste. Donc, on va peut-être approfondir un peu plus l'apprentissage avec des notions, par exemple, un peu plus techniques, un peu plus liées aussi au droit, etc. Donc, ça devient un petit peu plus... On monte en complexité. Et puis, on évolue aussi dans les échelles, c'est-à-dire qu'en troisième année, on travaille plus sur la question urbaine et en quatrième année, sur la question du grand territoire. Donc, vous voyez, on est comme ça dans cette évolution de la première à la quatrième année. Et en cinquième année, c'est une toute autre temporalité. La cinquième année est très différente. Les étudiants sont autonomes, ils choisissent un sujet et un site sur lequel ils vont travailler quasiment pendant 1 an. Et ils vont développer leur propre méthode de recherche et leurs propres outils jusqu'à ensuite aboutir à des idées de transformation d'un espace qui vont aller aboutir de manière la plus approfondie possible. Et c'est le résultat, ce sont les panneaux de soutenance que vous pouvez découvrir dans les couloirs. Et ça, c'est un peu l'aboutissement, en fait. C'est à la fois, mais là, on est très singulier. C'est-à-dire que chaque étudiant, vous voyez, au contraire, là, peut développer vraiment sa propre sensibilité, ses propres expériences. Et donc, la cinquième année, voilà, c'est un moment aussi très, très riche où les étudiants, on voit bien, sont tous très différents. Et ça, on y tient beaucoup. C'est-à-dire que les étudiants arrivent différents les uns des autres et ils repartent différents les uns des autres. Ça, c'est très important. Donc voilà pour cette temporalité. Après, il y a plein de petits aspects de détails que je pourrais vous donner. Par exemple, il y a 12 mois de stage minimum sur les 5 ans qui se répartissent un par année. Donc, bon, tout ça, je pourrais répondre éventuellement à vos questions. Puis surtout, c'est bien expliqué dans les différents documents. Moi, surtout, ce que je voulais peut-être pour conclure et donner peut-être la parole à mon camarade, parce que je peux être très bavarde sur ce sujet, mais l'école, c'est aussi, comme je vous ai dit, c'est un lieu, c'est un temps, et c'est aussi, et ça c'est très important, un collectif. C'est un groupe qui est composé évidemment d'étudiants, donc il y a environ 170-175 étudiants, parce qu'on est sur des promos qui sont à peu près de 30-35. Des promotions qui sont hétérogènes. Voilà, encore une fois, ce n'est pas la peine on apprend beaucoup de choses à l'école, on traverse beaucoup d'expériences ensemble, mais on peut venir de plein d'endroits différents avant d'arriver dans cette école. C'est aussi des enseignants, un corps enseignant formidable, extrêmement interdisciplinaire, c'est-à-dire que vous avez des écologues, un photographe, des plasticiens, sculpteurs, des chercheurs en histoire, en écologie, en philosophie, beaucoup de professionnels qui donc, sont paysagistes et ont donc une activité professionnelle à côté et qui nous font profiter de cette expérience dans le cadre de leur enseignement. Donc, on a à la fois des enseignants-chercheurs, pour ceux qui connaissent un peu le modèle un peu classique de l'université, mais on a aussi beaucoup de praticiens et ça on y tient beaucoup, pour que l'école reste toujours à la fois en avance et en même temps très ancrée dans la réalité. On est souvent d'ailleurs, j'ai tellement de choses à dire là-dessus, mais on est souvent dans des situations réalistes. C'est-à-dire qu'on essaie avec les étudiants d'être non pas dans la réalité, hein, ça reste une école, on a le droit de tester plein de choses, mais dans une forme de réalisme pour coller au mieux avec les problématiques qu'on peut se poser aujourd'hui dans la société. Et puis, c'est aussi un personnel administratif très important, et je vois Fatia qui arrive derrière, donc Fatima qui par exemple, s'occupe de la gestion de toute l'école avec plein d'autres personnes qui travaillent sur la gestion des stages, sur l'organisation. Enfin, on l'oublie souvent, mais le personnel administratif, c'est ce qui fait que tout tient. Et donc, c'est très important. Et donc, c'est bien un triangle étudiant, enseignant et personnel administratif. Et quand je disais que l'école, c'est un collectif, ça veut dire qu'il faut qu'on s'écoute en permanence aussi, nous tous, à la fois parce que tous ensemble, c'est comme ça qu'on peut faire tenir une école et continuer à avancer et laisser la place à tout le monde, mais aussi quand on est sur un sujet comme la question du paysage et de la transformation des espaces habités, et là, on est sur plein de disciplines différentes et il faut pouvoir s'entendre, il faut pouvoir se comprendre. Ça veut dire qu'il faut se mettre à l'écoute d'eux. Et ça, c'est vraiment très important aussi, cette qualité qu'il faut avoir en tant que paysagiste, je pense, dans la vie professionnelle, mais qu'il faut aussi qu'on ait en permanence entre nous pour qu'on soit toujours dans
dans l'interdisciplinarité réelle et que voilà, c'est forcément une pensée décloisonnée, la question du paysage. On ne peut pas être sur des limites franches et nettes entre, par exemple, différentes disciplines. Donc ce collectif, il est très important. Et ce qui fabrique ce collectif, évidemment, c'est nos situations pédagogiques. Hein, c'est le cœur quand même de ce qu'on fait ici, mais c'est aussi toutes les associations étudiantes. Le hall est rempli je crois, de ce qu'ils avaient envie de vous montrer. Donc là, il y a aussi toute cette question du collectif, qu'est-ce que ça fabrique dans la vie quotidienne des étudiants. Alors, on est dans une petite ville, mais en même temps, c'est bien parce qu'on peut rencontrer plein de gens dans une petite ville. Et donc, on tient beaucoup à ce que l'école du paysage de Blois nourrisse la ville, c'est-à-dire qu'elle puisse être un centre de ressources. Donc, on ouvre souvent les portes de l'école, par exemple, dans le cadre des discussions de la chocolaterie, à travers une revue qu'on publie et qui est aussi installée dans le hall, qui s'appelle Les Cahiers d'école de Blois. Donc et puis à travers les exercices pédagogiques, on invite, on essaye de sortir tout ce qu'on produit à l'école le plus possible. Par exemple, on réalise beaucoup d'exercices pédagogiques sous forme de commandes avec des collectivités, par exemple, qui nous interrogent. Par exemple, récemment, les 4e années travaillent sur le parc naturel régional de la Brenne. On nous interroge sur le changement climatique dans l'Indre et sur le risque incendie qui est en fait de plus en plus présent. On peut se dire, c'est bizarre, c'est assez continental, mais justement, en fait, il y a un risque incendie de plus en plus important avec le changement climatique. Donc, vous voyez, on est dans ces situations où on essaye que l'école transmette et travaille avec le reste de la société. Et à l'inverse, on a besoin aussi que l'école soit ouverte dans l'autre sens, c'est-à-dire que les étudiants puissent profiter de la ville pour apprendre en permanence. C'est un terrain de jeu permanent. Et donc, Blois, c'est vrai que c'est aussi un territoire qu'on est habitué à arpenter, où les étudiants peuvent, par exemple, investir des friches. Ils pourront vous raconter tout ça si vous allez dans le hall discuter avec eux. Mais c'est aussi un espace d'expérimentation, la ville moyenne. C'est un espace assez dense et assez riche en fait, de rencontres et de possibilités. Donc ça, c'est pour défendre un peu la ville moyenne si certains se disent que c'est trop petit. Je pense qu'au contraire, c'est très riche. Voilà, ça fait déjà longtemps que je parle. Je vais peut-être donner un peu la parole à Paul, qui va pouvoir vous parler peut-être plus d'un point de vue enseignant, donc, et peut-être aussi pour vous raconter un petit peu pourquoi il y a ces enseignements d'art plastique de la première à la 4e année, pourquoi c'est important. Je laisse la parole. Bonjour, merci Lolita. Oui, je suis Paul Dupignol, je suis professeur de dessin et de structure en première année et de structure en seconde année. Donc, je suis professeur de dessin, d'art plastique, si on veut, mais je ne suis pas le seul, et c'est ça la richesse de cette école, c'est qu'on est au moins 5 ou 6 enseignants de dessin ici, qui offrent une énorme diversité d'approches de cette matière, surtout dans les 2 premières années, pour tous les étudiants. Chaque professeur a sa propre vision, ce qui fait que chacun de vous va pouvoir développer votre propre personnalité au niveau du dessin. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui est très importante ici, me semble-t-il, c'est qu'on ne veut pas cloisonner les étudiants dans une manière de représenter les choses, c'est que chacun doit trouver une écriture singulière et individuelle. Vous êtes là, ici, pour vous révéler, pas pour être formaté. Donc, une approche du dessin qui est fondamentale déjà pour vous, pour représenter évidemment vos projets, une manière de voir l'espace, le paysage, parce que dessiner, c'est quoi? Dessiner, c'est trouver une forme, c'est l'écriture de la première idée, c'est un papier, un crayon, c'est des moyens hyper simples. Mais cette richesse du dessin, vous ne pouvez que justement l'enrichir et la développer en apprenant à regarder. Et dessiner, c'est apprendre à regarder l'extérieur, le paysage, regarder des choses que vous n'avez jamais vues, on va dire. Moi, je porte essentiellement aussi beaucoup d'intérêt à faire en sorte que les étudiants puissent regarder un sol. Voilà, on fait faire des carnets de sol, vous verrez dans l'atelier de première année, il y a des carnets de sol. Voilà, les étudiants regardent 1 centimètre de terre, une trace sur la terre, des petits cailloux, etc.
des différences de matière. Parce que quand il y a un projet, par exemple, il faut différencier une rue d'un trottoir, d'un terrain gazonné, d'un terrain bouleux, d'une rivière, quelle est la matière de l'eau, la matière de l'arbre, la matière du ciel. Voilà, le dessin, c'est une grande ouverture sur le monde. Une grande fenêtre ouverte sur le monde. Donc, il y a moi, il y a aussi 5 autres professeurs qui ont chacun aussi leur vision, leur regard, leur pratique, et tout ça est une énorme richesse, je pense, pour vous, parce que, comme je l'ai dit, vous allez enfin trouver une écriture individuelle. Vous allez voir que, justement, dans les rendus de projets qui sont dans les couloirs, il n'y a pas un seul projet qui se ressemble, et moi qui fréquente aussi d'autres écoles, c'est assez rare qu'il n'y ait pas cet esprit d'individualité. Voilà. C'est pour moi aussi une énorme richesse. Que dire d'autre? Oui, vous ferez aussi de la vidéo avec Claire Combeau, qui sera là aujourd'hui. Vous allez pouvoir parler avec elle. Donc, on touche à des médias très différents. Du crayon, du fusain, de l'encre, de la peinture, il y a des cours sur la couleur, donc de la vidéo, de la photographie avec Christophe. Donc tout ça est très, 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 très riche. Alors oui, Lolita disait 5 ans, c'est peut-être long, mais finalement, je pourrais dire que c'est tellement riche que c'est presque court. On pourrait rajouter des années encore à tout ça. Mais au fait, quand vous quitterez l'école, vous continuerez de toute façon à apprendre. En fait, c'est ça, ici, c'est vous donner envie d'aller toujours plus loin, de prendre des risques, de vous accepter tel que vous êtes vous-même et de vous découvrir. Alors le dessin pour moi permet tout ça, permet d'exprimer c'est la première part du rêve. Voilà. C'est par le dessin que vous allez commencer à donner place à nos rêves, de paysage idyllique. Voilà. Alors, il n'y a pas besoin nécessairement de savoir dessiner, c'est ça qui est important ici. On ne cherche pas du Michel-Ange. Vous êtes là justement pour apprendre à voir, pour apprendre à regarder, pour vous libérer la main. Donc, si vous ne savez pas dessiner, ce n'est pas un problème du tout. Vous allez justement, ce que je disais au début, vous allez vous réveiller ici. Vous êtes là pour vous réveiller. Merci infiniment, Paul. Ça donne envie à chaque fois, ça me donne envie de revenir à l'école. On va peut-être laisser la place à des questions. Moi, je passais vite là-dessus, mais sur la question peut-être des disciplines, on est vraiment au croisement entre les sciences de l'homme, ce qu'on appelle les sciences humaines, qui veulent dire beaucoup de choses et peu de choses en même temps, peut-être pour certains, mais c'est la manière dont on apprend à comprendre comment nous vivons ensemble et comment nous habitons les espaces. Donc, ça peut être des cours d'histoire, de géographie, de politique publique, de droit, etc. Et il y a aussi beaucoup de sciences du vivant, donc qui sont traditionnellement, peut-être que ça vous parle plus, la question de la botanique, la question de la géologie, de la pédologie. La pédologie, c'est la science des sols. La question évidemment de l'écologie. Donc il y a vraiment, c'est un croisement pour les étudiants ou les jeunes qui auraient envie de garder en fait ces deux types d'approches qui sont à la fois les sciences humaines et les sciences du vivant. C'est une école qui le permet. Et avec tout un domaine qui est le domaine de l'expression personnelle, qui est le domaine de, comme tu dis, savoir exprimer des choses, savoir reconnaître ce qu'on a envie de transmettre. Donc là, c'est beaucoup le dessin et c'est l'exercice du projet de paysage. Le projet de paysage, c'est quand même un acte de création, c'est quand même un acte de transformation d'espace existant, mais il faut avoir envie de s'exprimer, avoir envie de proposer des choses. Ça, c'est important. Et puis après, il y a tout un domaine qui est un peu plus technique, c'est-à-dire que bien sûr, une fois qu'on a proposé des choses, il faut pouvoir les transmettre à d'autres corps de métier qui vont, par exemple, réaliser le projet. Et donc, il y a des questions de technique, de savoir comment les choses tiennent, de savoir
des questions un peu voilà, de réseau, des questions de matériaux, des questions de structure, des questions éventuellement de réglementation. Tout ça, c'est le côté technique aussi qui est très important à l'école. Donc, on a un petit peu, vous voyez, ces quatre domaines qui s'imbriquent, sciences humaines, sciences du vivant, expression, expression plastique, on pourrait dire, tout ce qui est expression personnelle et techniques qui servent bien sûr le projet de paysage. Voilà, peut-être que ça peut paraître encore un peu flou chez certains d'entre vous, mais peut-être que ça, c'est des choses dont vous pouvez discuter avec les étudiants pour voir comment eux aussi le traduisent avec leurs propres mots. Parce que voilà, c'est une formation qui ne refuse pas la complexité, on pourrait dire. C'est-à-dire qui assume ce besoin de regarder le monde de manière complexe parce qu'il est complexe et que c'est passionnant. Et voilà, cette question-là, elle est quand même centrale. Et nous-mêmes, en tant qu'école, on se met en permanence en déplacement, on essaye de changer tout le temps pour continuer à... C'est un projet d'essayer d'atteindre la complexité des choses, donc on n'a jamais terminé non plus. Donc l'école, elle est aussi en permanence en mouvement, ça c'est très important. On n'est pas figé sur des idéologies, par exemple, qui auraient construit l'école au départ, mais par contre, on s'inspire de l'héritage et de la trajectoire de l'école. Ce qui est très intéressant, et après je me tais, pardon, je n'arrive jamais à me taire, mais c'est quand l'école a été fondée en 93, on pouvait se dire que les sujets sur lesquels on travaillait, qui étaient beaucoup des sujets d'anticipation, anticipation au changement climatique, au changement démographique, au changement évidemment énergétique, etc. On se posait déjà ces questions-là, la vie sans voiture, la montée du niveau de la mer, etc. Par exemple, c'était des sujets qui étaient questionnés. Et à l'époque, c'était plutôt voilà, une vision d'avenir, voire même parfois, on me disait un petit peu qu'on était peut-être un peu fou de réfléchir à tout ça. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est quand même de plus en plus un sujet du présent. Mais pour autant, les paysagistes donc, réfléchissent de plus en plus, et au niveau, par exemple, de l'insertion professionnelle, il y a une très grande diversité de métiers possibles, et j'en ai pas parlé, mais il y a vraiment, voilà, les métiers sont très variés et de plus en plus importants. Ça, c'est aussi peut-être intéressant de savoir. Donc maintenant, on est peut-être plus un métier du présent, je dirais, et pour autant, il faut quand même rester dans cette anticipation, dans cette, voilà, qu'est-ce que les années à venir nous réservent et comment on peut justement anticiper certaines choses et travailler à changer nos modes de vie, etc. Donc, je dis ça, c'est un petit peu labyrinthique ce que je suis en train de dire, mais je dis ça parce que je pense que c'est intéressant aussi personnellement, les étudiants qui peut-être les futurs candidats qui se posent la question de leur motivation, par exemple, pour ce genre d'études. Je pense que c'est intéressant de se dire j'ai envie que les choses changent et j'ai envie de m'engager dans un métier ou dans en tout cas des études qui pourront me permettre d'avoir une prise avec ça. Ça, je pense que c'est important d'avoir cette envie un peu d'anticipation et de transformation. Ça, je pense que c'est vraiment important. Et peut-être que ça ne correspond pas à tout le monde, mais si ça vous convient, je pense que c'est une école qui pourra vous accueillir, dans laquelle vous pourrez vous épanouir. C'est du bon téléphone. Et on passe la parole aux questions. Je crois qu'il y a Alexis que je présente, qui est enseignant en histoire, notamment en première et deuxième année, histoire des jardins et du paysage, qui vous propose si vous avez besoin, un petit micro. On a combien de temps, Christophe, parce qu'il ne faut pas qu'on dépasse 20-25 minutes. 20-25 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je peux encore parler pendant 25 minutes. Aussi, voilà. Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous dire quelles sont les spécificités de votre école par rapport aux trois autres écoles du paysage et Bordeaux? Je peux vous expliquer la spécificité de notre école, mais je ne me permettrai pas de je ne connais pas assez bien en fait, le projet pédagogique des trois autres écoles, même si on se connaît très bien, on a des relations très serrées, toutes les quatre. Donc, effectivement, il y a trois autres écoles actuellement qui délivrent le même diplôme que nous, donc l'école de Versailles et puis deux autres écoles qui sont des écoles d'architecture qui ont une formation paysage, donc Bordeaux et Lille. Moi, je peux vous dire quelle est notre spécificité, mais je ne peux pas vous dire regardez-leur parce que ce serait un jeu compliqué qui nécessiterait de connaître parfaitement ce qui est en train de se faire dans toutes les écoles et on n'a pas le temps de savoir en détail ce qui se passe dans chaque école.
Je pense qu'on a un projet pédagogique qui est inscrit depuis très longtemps dans la question du croisement entre l'invention de nouvelles formes. Ça, c'est vraiment quand même quelque chose puisqu'au départ, je ne vais pas trop reparler de ça, mais donc l'école a été fondée sur un projet pédagogique qui délivrait un titre d'ingénieur paysagiste, qui s'inspirait entre autres de certaines écoles allemandes, mais aussi de l'école des ponts et chaussées du 19e siècle, où on pouvait à la fois concevoir des nouveaux espaces ou des nouvelles infrastructures ou des nouvelles choses, mais tout en sachant parfaitement les construire, en maîtrisant parfaitement les techniques. Donc ça nécessitait d'être à la fois très créatif et capable d'exprimer de nouvelles formes et de travailler des nouvelles formes, tu parlais de ça, et en même temps d'avoir un esprit assez technique, scientifique, et de pouvoir appliquer des concepts ou des outils qui permettent de réaliser ces choses, de ne pas être l'un ou l'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on a toujours croisé jusqu'à aujourd'hui et qui fait vraiment partie de notre trajectoire. Cette école, elle est intimement liée, enfin, l'invention et la réalisation, la technique, qui sont extrêmement liées. Après, je pense qu'on est aussi une école où il y a beaucoup de sciences du vivant depuis longtemps, enseignée par des professionnels et par des enseignants-chercheurs. On a aussi un laboratoire d'écologie ici à l'école qui travaille de plus en plus sur des questions d'écologie urbaine. Donc, on est aussi très proche de la recherche en train de se faire d'un point de vue scientifique sur, par exemple, une meilleure connaissance de la flore spontanée qu'on a peut-être longtemps laissé de côté. Être paysagiste, ça ne veut pas dire travailler avec des plantes de pépinière, forcément. Ça peut être aussi travailler avec les plantes qui poussent toutes seules et qui ne demandent pas beaucoup d'énergie puisqu'elles poussent toutes seules. Et ça, je crois que c'est vraiment une des forces très importantes des étudiants qui sont dans cette école, c'est d'avoir une très bonne connaissance en sciences du vivant. Une connaissance qui n'est pas que une connaissance de papier et de classe, mais qui a une expérience aussi traversée physiquement. Je vois Béatrice, qui est une enseignante fondatrice de l'école, qui enseigne l'écologie en première et deuxième année, et il y a beaucoup de sorties de terrain. On est vraiment sur le terrain, on voyait un peu dans les photos, mais c'est très important d'être en contact direct avec les plantes, les sols, la pluie, le climat, etc. Et puis, il y a beaucoup de stages. Il y a quand même 12 mois minimum de stages sur 5 ans, et notamment 2 stages pratiques en première et deuxième année, où il y a aussi une rencontre avec les végétaux très importante. Là, c'est ce qu'on demande. Donc voilà, je dirais qu'il y a cette particularité-là. Une des spécificités, c'est notre 5e année, qui est une année sur l'entièreté de l'année où l'étudiant est autonome sur un sujet. Sans vouloir parler des autres écoles, ce n'est pas quelque chose a priori qui existe ailleurs. Donc les étudiants ont vraiment l'occasion, alors certes, c'est ce que je disais, les 4 années sont assez denses, mais la 5e année, c'est par exemple, j'espère que vous aurez l'occasion de discuter avec des élèves qui sont actuellement en 5e année. La 5e année, c'est un espace d'expression et d'approfondissement très important. Moi, je dis souvent, c'est d'ailleurs, donc les élèves sont encadrés par deux enseignants différents, et enfin de disciplines différentes. Et moi, je dis souvent, on suit l'élève. Et c'est vrai, on le suit. C'est-à-dire que les étudiants sont devant, ils cherchent quelque chose, ils nous montrent des nouvelles voies. Et donc, cette 5e année, ce n'est pas la répétition d'un exercice qui montrerait qu'on a bien tout compris et on est capable de faire un bon exercice. C'est plutôt une vraie recherche personnelle et qui emmène l'école aussi toujours en mouvement plus grand sur des nouveaux sujets. Une particularité, c'est qu'on est dans une ville moyenne, alors que les autres villes sont dans des grosses agglomérations. Et voilà, je parlerai sûrement pour d'autres spécificités. On a plein de questions. Il y a plein de questions aussi en ligne. Donc, on prend une question en ligne, puis une question dans la salle et ensuite. Et puis après, en ligne. Alors moi, j'aurais une question, c'est quelle est la différence vraiment entre ingénieur paysagiste et concepteur paysagiste? Quel est réellement le diplôme délivré par l'INSA Val-de-Loire? Et est-ce que concrètement sur le métier par la suite, qu'on est l'un ou l'autre, est-ce que ça va influencer le métier que l'on fera par la suite? Alors, si besoin, n'hésitez pas à en discuter avec les enseignants. Par exemple, il y a 3 professionnels enseignants qui sont derrière qui pourront aussi vous répondre pour la journée. Alors, nous, on délivre le diplôme d'état de paysage, DEP. Comme les 3 autres écoles dont je parlais tout à l'heure. C'est un diplôme qui a été créé en 2015 par l'État français pour justement faire exister mieux cette profession qui était une profession
divagante. Il y avait beaucoup de diplômes différents, beaucoup d'expériences différentes, etc. Parce que c'est une profession assez jeune, hein, et puis qui se constitue, qui a une trajectoire hyper intéressante au niveau historique. Donc le DEP, c'est une volonté des professionnels, notamment, et de l'État, de créer quelque chose de plus lisible au niveau national et donc au niveau aussi européen. Donc on a ce diplôme d'état de paysagiste qui, nous, n'a pas transformé notre maquette pédagogique. Bien sûr, on a fait certaines adaptations, mais on est sur un projet pédagogique qui est très proche de celui de l'ingénieur paysagiste du début de l'école. Donc moi, j'ai envie de vous dire que d'un point de vue pédagogique, on a évolué, mais comme on aurait évolué certainement tout seul aussi. Donc moi, je ne vois pas beaucoup de différences. Ce serait subtil de chercher des différences. Vous pourrez les chercher si vous voulez. Mais d'un point de vue professionnel, les meilleures reconnaissances, ça je pense, les professionnels pourront vous en parler, les meilleures reconnaissances, c'est plus facile de définir ce que c'est qu'un paysagiste qu'auparavant. Parce qu'il y a aussi, en même temps que l'État a créé ce diplôme d'état de paysagiste, l'État a créé un titre. Comme vous savez, certaines professions sont protégées par des titres. Et le titre de paysagiste n'était pas protégé. Vous savez, par exemple, qu'architecte, c'est un titre très protégé. On n'a pas le droit de se déclarer du jour au lendemain architecte. Et bien, ce n'était pas le cas pour paysagiste. On pouvait s'appeler paysagiste comme on voulait. Et donc maintenant, il y a un titre de paysagiste concepteur qui est extrêmement protégé par l'État, hein, qui est gouverné, qui est géré notamment par le ministère de la Transition écologique, et qui permet de répondre à des commandes publiques, d'avoir des appels d'offres, d'être mandataire. Enfin, il y a tout un truc, pardon, c'est un peu technique, mais il y a tout un truc qui protège beaucoup mieux la profession. Et au niveau international aussi, ça se reconnaît beaucoup plus parce que les paysagistes, en Europe par exemple, c'est très reconnu la question du landscape architect, paysagiste, alors que nous en France, paysagiste, peut-être ça vous fait la chose aussi, mais on ne sait pas trop si c'est la personne qui vient gérer les jardins, travailler avec les municipalités pour transformer un quartier entier, on ne sait pas très bien. Donc vraiment, le titre de paysagiste concepteur est très protégé. Donc ça, moi, je trouve que c'est une belle avancée pour la profession et les métiers. Moi, je tiens vraiment à bien faire entendre qu'il y a de très nombreux métiers différents. Quand on est paysagiste concepteur, on a une manière de pratiquer son métier qui peut être extrêmement variée et qui, je pense, change de plus en plus, enfin, s'ouvre de plus en plus. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question. N'hésitez pas à discuter avec les professionnels qui sont à l'école et qui sont enseignants et qui pourront vous répondre aussi de manière très concrète dans leur vie à eux, qu'est-ce que ça change en tant que professionnel. Et puis, on entendra aussi des étudiants qui pourront nous en parler, des anciens élèves. Oui, c'est excellent, ça, les anciens étudiants. 11h30. Les anciens étudiants de l'école qui viennent expliquer la vie avec ça. On a des questions en ligne, je vous les donne toutes et comme ça peut-être vous répondez parce que certaines peuvent se répondre assez rapidement. La première question, je pense qu'elle est un peu pour toi, Paul, c'est vous dites qu'on ne doit pas forcément savoir dessiner, mais il y a une épreuve de sélection de dessin qui vaut 30 points. N'est-ce pas contradictoire? Je liste toutes les questions. Hein. Y a-t-il des intervenants extérieurs qui viennent à l'école? Quelles sont les modalités d'inscription? Uniquement Parcoursup, point d'interrogation? Quels sont les critères de sélection pour la phase d'admissibilité? Le nombre de places est de 30. Combien avez-vous de candidatures sur Parcoursup? Quels sont les critères de sélection pour être admis en 3e année? Peut-on intégrer l'école après un BTS aménagement paysager? Y a-t-il des conventions pour étudier et faire des stages à l'étranger? À quel moment du cursus peut-on partir en Erasmus et avez-vous des partenariats? Moi, je vais poser des questions très techniques. Donc, oui, il y a des invités très régulièrement dans les enseignements. Donc, on a ce corps professoral dont je vous ai parlé, qui est constitué d'une trentaine, quarantaine d'enseignants différents, vacataires compris, et on fait intervenir des gens sur aussi des sujets très, très précis. Donc, oui, on invite aussi des gens dans le cadre des discussions de la chocolaterie. En fait, on est très en relation avec plein de gens différents. On aime bien écouter ces gens-là. Alors, Parcoursup, a priori, c'est la seule voie d'entrée, mais je dois vérifier ça avec Fatia, et donc je vous conseille plutôt mais oui, a priori, Parcoursup, c'est la seule voie d'entrée actuellement. Merci. Est-ce qu'il y a des parcours aménagés? Alors ça, je n'ai pas très bien compris la question. Je suppose que c'est par rapport à des sportifs, par exemple, ou des personnes en situation de handicap. J'ai entendu aménager. Non, c'est peut-on rentrer après un BTS aménagement paysager? Ah, non, j'avais entendu aussi un truc. OK. Alors, un BTS aménagement paysager, oui, bien sûr, on peut rentrer. Ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir fait, ça c'est très important de l'entendre, ce n'est pas nécessaire d'avoir fait un BTS aménagement paysager pour cette école, au contraire. Mais on peut tout à fait, après un BTS, venir à l'école
école, il y a 2 voies d'entrée. Il y a la voie d'entrée en première année avec un concours, avec une épreuve de dessin dont Paul parlera. Se situe au mois d'avril. Et puis, il y a une voie d'entrée qui s'appelle la voie externe, qui est justement partagée entre toutes les écoles depuis qu'on a ce nouveau diplôme en commun. Et pour entrer directement en 3e année avec un concours aussi, mais avec la nécessité d'avoir un équivalent Bac+2, mais qui n'est pas forcément dans le domaine du paysage, et qui n'est pas forcément un BTS aménagement paysager, qui peut être plein de choses. Un IUT, l'université, plein de choses différentes. Bien sûr, il est possible de faire des stages à l'étranger. On a à chaque fois, on est en phase, et en France, hein, nos stages sont soit en France, soit à l'étranger. Les étudiants, généralement, partent beaucoup d'ailleurs à l'étranger. Ils font souvent 2 à 3 mobilités pendant leur cursus. Parce qu'ils ont 5 possibilités, puisqu'il y a 5 stages, donc c'est vrai que ça offre plein de possibilités. Il y a une mobilité obligatoire, c'est-à-dire que l'étudiant doit partir au moins une fois à l'étranger au cours de son cursus, soit en stage, soit en mobilité académique. Donc, ce qu'on appelle mobilité académique, pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est Erasmus, c'est ce qui permet de faire un semestre à l'étranger. Donc, en gros, c'est au lieu d'être un semestre chez nous, on confie l'étudiant à un autre programme à l'étranger dont on a vérifié que les objectifs et les attentes pédagogiques correspondent aux nôtres. Et oui, on a donc des partenariats, donc pour les citer, on en a au Canada, à Amsterdam, à Dublin, on en a aussi en Nouvelle-Zélande, on en a un qui s'ouvre à Gênes, on en a un probablement en Allemagne, et qu'est-ce que j'ai oublié? Roumanie, Turquie. Et Turquie. Et Roumanie. Roumanie. Et Roumanie, tout à fait. Et donc après, les étudiants postulent, hein, ça c'est des questions un peu techniques, les étudiants postulent, ceux qui ont envie de faire ce genre d'expérience. Et ensuite, selon, je ne sais pas, par exemple, leur niveau de langue. Bon, après, il y a vraiment de la place généralement pour tout le monde et on arrive à peu près à répartir tous ceux qui ont envie de partir. Et ces échanges ne se situent qu'en 3e et en 4e année, pour répondre à la question. Est-ce qu'il y avait d'autres questions techniques? Dis-moi. Les critères de sélection. Les critères de sélection du concours? Oui, en 3e année. Ah. Et combien d'inscrits en tout sur Parcoursup? Ça, moi, je n'ai pas les réponses là immédiatement. 200. 200. Donc, on a 200 personnes à peu près inscrites sur Parcoursup pour le concours en première année. Pour la voie externe, je ne saurais pas vous dire, mais c'est à peu près un peu plus que ça, je pense, pour entrer en 3e année. Les critères de sélection sont détaillés à chaque fois sur notre site internet avec les différentes épreuves et ce qui est attendu dans chacune des épreuves. Donc, ça, c'est très rédigé, donc il n'y a pas de surprise, hein, c'est transparent. Donc, j'invite les personnes qui se posent ces questions à aller voir sur le site internet dans l'onglet admission. Et puis, je passe la parole à Paul, justement, concernant peut-être la question de l'épreuve de dessin au concours de première année. Oui, en effet, c'est pertinent. Je dis qu'il n'y avait pas besoin de savoir dessiner et il y a une épreuve de dessin à faire. Je comprends. Mais je peux vous assurer une chose, c'est que la plupart des étudiants qui se présentent ici, qui passent l'épreuve de dessin, me pondent de très mauvais dessins. Donc, si ça peut vous rassurer, c'est fait pour ça. Et parce que, voilà, si on devait vraiment juger sur l'épreuve de dessin, on ne prendrait personne. Mais à quoi sert cette épreuve de dessin? Elle sert justement pour nous à essayer de voir comment vous réagissez face à une difficulté. La plupart même n'ont jamais dessiné quand ils viennent ici. Voilà, ils se sont un petit peu mis au dessin 15 jours avant. Et donc, parfois, c'est catastrophique. Mais il y a des choses dans ces dessins que nous voyons qui sont profondément touchantes. C'est comment, déjà, il n'y a pas un dessin, il y a plusieurs dessins. Pour le lot, il y en a bien un qui va se distinguer. Il peut même déjà y avoir une évolution. Sur les 10 dessins qui font, il y a des dessins très rapides, il y a des dessins un petit peu plus longs. On ne demande absolument pas une épreuve de dessin d'1h30. Voilà, c'est pas un concours de. C'est vraiment pas les exercices. Donc c'est ça, c'est comment l'étudiant réagit face à une difficulté. Voilà. Comment il s'en sort avec un sujet donné, qui n'est pas un sujet classique d'ailleurs, on ne le dira pas, on dit pas. Ouais, mais bon, qui change un petit peu. Mais il y a des situations un petit peu particulières de dessin. On vous demande
dessiner une pomme avec une cruche. Voilà, il n'y a rien de classique. Donc, c'est comment vous en sortez. Oui, c'est comme un premier cours de dessin. C'est-à-dire, au fait, on ne juge pas sur le dessin. Il y a Claire Combeau aussi, qui est là, ici, qui m'aide à faire le. Voilà, viens, qui m'aide à faire passer cette épreuve. Enfin, il n'y a pas que on est quatre, d'ailleurs. Il faut peut-être dire sur cette épreuve, c'est que ce n'est pas une épreuve où chaque étudiant est tout seul devant sa feuille de papier. C'est une épreuve collective. On est ensemble. Il y a 2 enseignants par journée de jury. Et donc, ça n'est pas une épreuve qui juge, mais c'est plutôt un travail qu'on fait ensemble. Voilà. Je trouve que c'est important de le dire parce qu'effectivement, pour ceux qui n'ont jamais tenu, Ça y est, je réussis. ça peut être vachement terrorisant. Tom, Domitil? On est ensemble, c'est dans l'atelier. On pourrait presque dire que c'est notre premier atelier de l'année. Et en tout cas, on est là, nous, enseignants, plasticiens, pour vous accompagner, pour vous guider, pour discuter aussi pendant cette épreuve-là. Voilà. Après, ça n'empêche, malgré tout ce qu'a dit Paul avant, que d'ici l'épreuve, je pense que exercer son regard, se poser des questions, être curieux de savoir comment les choses sont faites, comment les choses interagissent les unes avec les autres, essayer de commencer à être sensible à la question d'échelle ne fait pas de mal quand même avant d'essayer de rentrer dans cette école. C'est vrai, moi je veux toujours m'assurer. Mais c'est très important. Cette épreuve, c'est pas vous n'êtes pas seul sur une table avec un sujet et votre feuille, etc. C'est un sujet, on bouge. En fait, c'est comme un premier cours. D'ailleurs, on parle aussi, on vous accompagne. Tout d'un coup, on peut même vous dire attention là, c'est trop petit, c'est trop grand, attention à votre trait. Enfin, c'est presque un premier cours, quoi, en fait. Donc, c'est pas. Voilà. D'ailleurs, c'est plus rigolo pour nous-mêmes, parce que s'il fallait juste que je sois là derrière et à surveiller que personne ne parle, c'était très chiant. Donc, c'est absolument pas le cas. D'ailleurs, c'est pas dans une salle, ça se passe dans le hall. En bas, il y a même les étudiants qui s'allongent par terre. Vous voyez, c'est plutôt vivant comme épreuve. Les étudiants, les candidats s'allongent par terre parce que c'est une épreuve où il faut changer d'échelle et donc parfois on se baisse. C'est pas juste comme ça. Peut-être, j'ai 2 autres questions qui sont arrivées par Internet. La première, c'est beaucoup d'écoles font un mémoire en DEP1. Est-ce que vous aussi, alors DEP1, ça veut dire 3e année, en gros, c'est la première année, parce que donc, nos 2 premières années s'appellent CPEP, cycle préparatoire aux études de paysage, et DEP, diplôme d'état de paysagiste, 1, 2, 3, c'est les 3 années suivantes. Alors non, nous on ne fait pas de mémoire en DEP1, je ne savais pas que les écoles le faisaient. Les autres écoles le font. Nous, on a un mémoire en 5e année que vous pouvez aller voir dans l'atelier des 5e années au premier étage, qui est composé de 2 tomes. Un tome qui se situe un peu sur tout le chemin et la trajectoire parcourue des élèves jusqu'à peu près maintenant. Ils doivent rendre leur mémoire le 21 février, donc là, ils sont à fond dessus. Et c'est un peu tout ce qu'ils ont collecté sur leur site et leurs problématiques qui leur permettent de construire un propos et des intentions. Et puis un tome 2 qui est rendu après la soutenance, donc après le mois de juin, que vous pouvez aussi consulter et qui rassemble le projet et l'argumentaire du projet. Donc les 2 ensemble forment le mémoire qui est réalisé en 5e année. Et on a une autre question, pourquoi cette importance de l'anglais? Alors ça, c'est dans l'école, depuis le début de l'école, c'est effectivement cette exigence très importante sur la langue anglaise. Les étudiants ont des cours d'anglais obligatoires jusqu'à temps qu'ils aient un examen, une certification qui s'appelle l'IELTS. Vous connaissez peut-être le TOEIC. L'IELTS, c'est une autre certification qui est délivrée par l'université de Cambridge. Et on demande un niveau 6. Donc, c'est quand même un très bon niveau d'anglais à la fin de la 4e année minimum pour que l'étudiant puisse entrer en 5e année. Alors, pourquoi? Ça, c'est important de répondre à cette question. Parce qu'on croit beaucoup à la question du partage, ça c'est sûr. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire en anglais. On croit beaucoup à la langue française, qu'on travaille beaucoup, à la fois à l'écrit et à l'oral à l'école. Mais on pense que c'est important que les étudiants puissent discuter avec d'autres nationalités. Aussi parce que la question du paysage, elle est extrêmement liée internationale de pays. C'est très intéressant d'aller voir comment on fait dans d'autres pays. Et donc, cette question de l'anglais nous semble très importante pour la vie professionnelle des étudiants. C'est une question qu'on se pose souvent, l'anglais ou d'autres langues. Par exemple, à Bordeaux, c'est d'autres langues. Et donc, c'est une question qui certainement sera ouverte dans les années à venir. Est-ce que c'est que l'anglais ou toutes les autres langues? Ce qui, je trouve, est une bonne question. Voilà, et actuellement, le règlement, c'est ça. Donc,
je vous transmets l'état du règlement à l'instant T. Oui, juste rapidement, ça suit ce que tu viens de dire, ensuite je passe la parole à la salle. Est-ce que les 200 candidats peuvent participer à l'épreuve d'admissibilité et en quoi consiste l'épreuve d'admissibilité d'anglais? Pour l'avoir externe ou pour le concours d'entrée? Pour le concours d'entrée? En première année? Oui. Alors oui, bien sûr, tous les gens inscrits. Alors nous, on n'a pas de... Je ne comprends pas très bien pourquoi on parle d'admissibilité, parce que nous, on a plein de concours. Il n'y a pas de phase d'admissibilité, d'admission, il n'y a qu'une phase. Donc c'est pour ça que je ne comprenais pas trop, parce qu'avant, dans la voie externe, il y avait deux choses. Enfin, pour l'entrée en troisième année, il y avait une épreuve d'admissibilité, une épreuve d'admission, qui n'existe plus non plus. C'est plus trop d'actualité. En tout cas, oui, bien sûr, tous les gens qui s'inscrivent au concours passent le concours dans les mêmes conditions chacun. C'est une question évidemment d'équité. Il n'est pas question que certains ne puissent pas passer le concours. Et nous, c'est à nous de mettre en œuvre les conditions nécessaires pour les accueillir. Si on a beaucoup de candidats, on préfère peut-être un concours sur 3 jours au lieu de 2 jours. Actuellement, c'est 2 jours de concours entier. Qui nous demande, c'est vrai, beaucoup d'organisation parce qu'il y a l'épreuve de dessin dans le hall, il y a l'épreuve d'anglais et puis il y a un entretien qui compte pour beaucoup et qui est composé au minimum de 4 personnes. Donc, il faut imaginer qu'en parallèle, il y a 7, 8, 9 jurys d'entretien. 4 personnes composées entre autres de 2 enseignants d'école, un élève de 5e année et une personnalité extérieure qu'on invite. Et ces entretiens, c'est une rencontre, c'est ça qui est aussi intéressant. Enfin, ça rejoint un peu ce que tu disais. Après, je pourrais détailler, mais c'est l'objectif de la discussion de cet après-midi de travailler sur les voies d'accès. Alors, l'épreuve d'anglais, ce n'est pas moi qui la prépare, donc je ne peux pas vraiment la détailler, mais c'est une épreuve qui permet de vérifier, je crois, un niveau B1 à peu près en anglais, c'est-à-dire un niveau lycée moyen. Et c'est une épreuve, je pense, assez classique avec de la compréhension écrite et de l'expression écrite. Voilà. Donc, c'est un sujet qui change chaque année auquel l'étudiant doit répondre. Mais je crois, alors Katia n'est pas là, c'est dommage parce qu'elle sait ça par cœur. Vous pourrez lui demander si besoin. Et je crois que c'est une épreuve qui dure 45 minutes, quelque chose comme ça. Tout le concours se situe sur une même journée. L'étudiant vient, il fait les 3 épreuves d'un coup et il repart, bien sûr. On ne va pas le faire venir sur 2 jours. J'aurais aimé savoir s'il était possible, du coup, l'INSA reconnaît les sportifs de haut niveau. Est-ce que, du coup, au sein de l'école, c'est le cas aussi? Et est-ce qu'il y a des aménagements pour l'épreuve d'admission pour les sportifs de haut niveau ou est-ce qu'ils passent exactement la même épreuve que les autres? Alors, bien sûr, donc, je ne vais pas préciser. Donc, l'école du paysage, c'est un département de l'INSA, Centre-Val de Loire depuis 2015. Donc, bien sûr, on applique les mêmes règles tous ensemble. Il n'y a pas de disparité entre les départements. Donc, on peut tout à fait accueillir des sportifs de haut niveau. Quand on a un sportif de haut niveau qui souhaite aménager ses études, on monte un projet avec lui selon ses besoins. Donc, il y a plein de choses possibles. Ça peut être un emploi du temps aménagé, ça peut être la possibilité de faire ses études sur plusieurs années au lieu d'une, selon le temps qu'il prend sa pratique sportive. Par contre, il n'y a pas, enfin, il faut bien comprendre, mais ça, voilà, si vous posez la question, je pense que vous le savez, mais qu'il n'y a pas une diminution des exigences de l'école, il y a un aménagement pour permettre à l'étudiant de suivre aussi son parcours sportif en parallèle. Je ne pense pas, enfin, en tout cas, ça ne nous est jamais arrivé, mais je ne pense pas qu'il y ait d'aménagement sur l'épreuve, parce que c'est une journée et on considère que voilà, sur une journée, il n'y a pas besoin d'aménagement, on met en place un aménagement pour l'ensemble de la formation après. Donc non, sur l'épreuve d'admission, je pense que ma réponse, ce serait plutôt non, il n'y a pas d'aménagement particulier. Par contre, ça me fait penser à une autre question qui est celle, qui n'a peut-être rien à voir, mais qui pose aussi la question des aménagements, qui est celle des personnes en situation de handicap. Et là aussi, nous, on met en place des aménagements selon les besoins de chacun. Et là, par contre, ça peut s'appliquer évidemment au concours si jamais il y a certaines difficultés particulières pour certains étudiants. Je ne sais pas, oui, on a le temps encore pour... Oui. Christophe qui gère le timing de les portes ouvertes. Une dernière question. Une dernière question. Pour ce concours d'entrée, il y a un entretien dans lequel il est dit qu'il faut présenter un dossier personnel. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur le contenu et... Bien sûr. Donc, quand on entre en première année, on a donc quand on fait le concours de première année, on a donc ces 3 épreuves, dessin dont Paul a parlé, anglais dont j'ai parlé et entretien. Cet entretien il dure une demi-heure. C'est pour ça que j'insiste sur l'idée de rencontre. C'est long, une demi-heure pour un entretien. Et on a plusieurs moments dans cet entretien. On commence par faire discuter les élèves autour de choix photographiques que nous présentons aux élèves avant l'épreuve.
Et ensuite, on leur demande de nous présenter quelque chose. Donc, un dossier personnel, ça peut tout être. Ça peut être, ça c'est l'élève qui décide, encore une fois, c'est une question de rencontre. Qu'est-ce que l'élève a envie de montrer à ce jury-là, qu'il ne connaît pas? Bien sûr que c'est pas évident, mais donc ça peut être des travaux réalisés à l'école. On peut imaginer, il y a des élèves, par exemple, qui suivent une formation avec un peu plus artistique, qui peuvent avoir envie de montrer ça. Mais pas forcément, ça peut être des choses faites en dehors de l'école, ça peut être des choses personnelles faites dans le cadre de son temps libre. Ça peut être quelque chose qu'on récupère et qu'on montre, mais ça peut être aussi quelque chose qu'on crée. Peut-être qu'on a envie de travailler un projet en particulier pour le concours et l'envie de le montrer au concours. Ça peut être en papier, on peut imaginer quelque chose en papier, mais ça peut être aussi des carnets. C'est pas forcément quelque chose d'imprimé, relié avec du plastique et tout ça. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être en volume, ça peut être des choses, ça peut même être des choses qui s'écoutent. Enfin voilà, c'est très très libre. Quand on parle de dossier, le mot dossier n'est peut-être pas bien choisi, mais ce qui compte, c'est vraiment le mot personnel. Et ça ne remplit pas tout le temps de l'entretien. On garde évidemment autour de. En fait, ça nous sert de prétexte aussi pour débattre avec l'élève, pour échanger, pour petit à petit connaître sa motivation, connaître aussi. Alors, moi, si je peux conseiller les étudiants, ce qu'on cherche un peu dans cet entretien, c'est des gens qui vont être à l'aise dans cette école. En fait, c'est surtout ça, des gens qui vont s'épanouir ici. On cherche avant tout, je pense, c'est important de le dire, je l'ai dit, de la curiosité. Ça veut dire une forme de culture personnelle qui peut être une culture dite générale, c'est-à-dire des étudiants qui ont vu plein de choses, etc. Mais ça peut être aussi une culture qu'on s'est construite de manière personnelle, des choses qui nous intéressent, des centres d'intérêt personnel. Voilà, donc, ça peut être des expositions, des films qu'on a vus, mais ce n'est pas forcément l'exposition qu'il faut absolument avoir vue ou l'ouvrage un peu classique. C'est vraiment, ce qui compte, c'est que ça touche l'étudiant et que ça le construise. Je pense que c'est vraiment ça important. Et puis, on cherche une motivation, on cherche des raisons, en fait, des envies, des raisons d'être là et de construire un projet de formation. C'est vraiment ça qu'on cherche. Et donc, autour du dossier personnel, ça nous permet de discuter de ça avec l'étudiant. Ça répond suffisamment à la question. Il y avait un élève l'année dernière qui est arrivé avec sa contrebasse, par exemple. Mais ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire à chaque fois. Donc, une fois, un élève est arrivé avec son violon, c'est une catastrophe. Ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire. En fait, ce qui compte, je pense que vraiment la question que l'élève, le candidat doit se poser, c'est nous, on veut le rencontrer, cette personne. Et même s'il y en a 200, on les rencontrera les 200, avec le même temps et la même disponibilité. Nous, on veut le rencontrer. Et lui, lui ou elle, il faut qu'elle ait envie de nous rencontrer. Et c'est ça, je pense, cette idée de dossier personnel. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre et sur quoi j'ai envie de discuter? C'est un engagement personnel, en fait, aussi. C'est ça qui est important. C'est pas, nous, on ne cherche pas des gens parfaits, etc. On cherche des rencontres, des choses qui vont bouger chez les élèves et qui vont nous faire bouger tous. C'est pour ça que la question de la motivation, elle est, je crois, assez essentielle. Et de la personnalité. On arrête là? Je suis sûre que vous avez plein d'autres questions et il y a plein de gens disponibles dans l'école pour y répondre. Il y a les enseignants et les étudiants presque ont un petit signe distinctif, disons. N'hésitez pas à discuter. Je crois que vraiment tout le monde a envie de vous transmettre sa propre expérience, son propre regard. Et on n'a peut-être pas toujours les mêmes réponses. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc, allez piocher un peu partout. Promenez-vous dans l'école. Et puis, donc, on se retrouve ici à 11h30 pour une présentation des 2 anciens élèves diplômés depuis environ une petite dizaine d'années.